nous n'allons pas nous disputer pour savoir quel est l'ovni par excellence de la matinée, mais je crois pouvoir quand même présenter ma candidature à ce titre prestigieux. La question est, les historiens, eux, savent-ils ce qu'est le temps, ou du moins, le maîtrisent-ils correctement? On pourrait se dire, évidemment, surtout ceux qui pensent que l'histoire est un passe-temps agréable, mais fondamentalement inoffensif, qu'il s'agit là d'une question purement académique qui n'a pas de grands enjeux par rapport, par exemple, à l'atterrissage d'un avion. Je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord. Il suffit de consulter notre actualité du côté du peuple russe pour s'apercevoir à quelles conséquences peut conduire un rapport difficile, mal digéré avec sa propre histoire réelle et non fantasmée. Mais laissons les Russes là où ils sont et interrogeons-nous nous-mêmes, faisons de l'introspection. Qu'en est-il pour nous, monde occidental? Et donc j'ai choisi un mythe qui est un mythe fondateur de notre modernité pour voir si précisément il a bien respecté, s'il a bien traité le temps, et évidemment vous le devinez, la réponse est non. Il l'a maltraité de la manière la plus horrible qui soit, puisque... C'est un peu problématique, je parle mal. Il faut le tenir assez un peu plus bas. Voilà, merci. Puisque l'erreur qui a été commise est l'erreur la plus grossière qui soit, un vulgaire anachronisme. La première chose que les historiens apprennent, c'est surtout ne commet jamais d'anachronisme. Un anachronisme, vous savez ce que c'est, même si j'en conviens, celui-ci, c'est toute l'intelligence, n'en est pas vraiment un. Il est nulle part dit qu'il s'agit de la Tour Eiffel. Alors, de quel mythe s'agit-il? Vous le connaissez tous. Nous avons été 3 fois humiliés. Une première fois par Copernic, qui nous a retirés du centre du monde. Une deuxième fois par Darwin, qui nous a dit que nous avions un point commun avec les singes. Et une dernière fois par Freud, en nous apprenant que nous n'étions même pas maîtres chez nous, puisqu'il y a une chose qu'on appelle l'inconscient qui nous résiste. Pour ma part, je ne vous parlerai de la première de ces humiliations, Copernic. Et la chose est simple. Durant 2 millénaires, nous étions dans un géocentrisme, la Terre était au centre, et donc nous étions valorisés. Et puis il y a un chanoine polonais ou allemand, on s'est beaucoup disputé sur la question, qui débarque, il retire la Terre de cette position centrale, l'homme s'en trouve humilié. Et ce schéma, vous le trouvez partout, chez les hommes de théâtre, chez de grands scientifiques, chez des philosophes, et évidemment Freud, qui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est lui-même, à lui-même désigner la place qu'il voulait qu'on lui accorde dans l'histoire, en s'inscrivant comme étant la 3e étape de cette humiliation. Et ce qui est à la base, le présupposé ou l'observation empirique qui est à la base de ce raisonnement, c'est que dans le monde céleste, comme dans le monde terrestre, c'est bien sûr évidemment le centre qui est valorisé. Pour l'héliocentrisme, c'est la raison pour laquelle on y a mis soleil, on y a Copernic qui a mis le soleil, relisez Copernic, et c'est sur Terre l'exemple parmi bien d'autres d'un donjon situé au milieu du château. J'ai rajouté la photo d'un chat parce que s'il y en a parmi vous qui ont des animaux domestiques et qui se posent encore la question de savoir parmi ces animaux lequel est l'alpha, le dominant, ben, observez-les traverser une pièce. Il y a celui qui n'hésite pas de passer au milieu, et puis il y a celui qui longe les murs. Je vous laisse deviner la conclusion qui s'impose. Et donc voilà ce schéma, il nous dit que
le centre ayant toujours été valorisé, et oui, nous avons été humiliés, c'est commode à expliquer, simple à comprendre, facile à retenir, ça fait le bonheur des enseignants. Il y a juste un petit détail, c'est que historiquement, c'est complètement faux, mais ça, à la limite, j'aurais tendance à dire, c'est presque accessoire. Pourquoi est-ce faux? Parce que ce schéma convient parfaitement à l'héliocentrisme, cette grille de lecture qui nous dit ce système cosmologique doit être interprété en termes de centre et de périphérie. Et ce qu'ont fait les modernes, ceux qui ont créé ce mythe, ils ont appliqué ce schéma, le leur, au géocentrisme, à une époque où il ne s'appliquait pas. C'est donc bel et bien un vulgaire anachronisme, mais connaissant le temps, j'applique une réalité qui est la mienne à une époque où il ne s'appliquait pas. Pourquoi? Mais parce que le géocentrisme, c'est quand même Dieu millénaire, avait lui une autre grille de lecture. Et on pourrait, mais là j'en ai pas la compétence, faire la même chose pour la cosmologie contemporaine. Je connais assez bien le maire, on peut penser au débat sur les modèles cosmologiques de De Sitter, d'Einstein, etc. Il y a là aussi des préjugés, des soubassements, parfois qui sont de l'ordre du non-dit. Eh bien le leur, c'est qu'on ne tient compte que de l'hémisphère supérieur, qu'il s'agisse de la Terre ou du ciel, et qu'on imagine toutes les planètes alignées selon un axe vertical, ce qui évidemment n'est pas impossible, mais se produit, enfin là je laisserai les astronomes parler, mais en tout cas qui n'est pas évidemment la situation courante. Et on remarque que le Soleil, loin d'être dévalorisé, est au milieu, même s'il n'est pas au centre. Et que la Terre, au lieu d'être au centre, est tout en bas. Donc il n'y a là aucun moyen de la valoriser, puisque du bas à la bassesse, évidemment, le pas sera vite franchi. Vous allez me dire, pour ceux qui n'auraient pas compris, le rouge c'est vous, le vert c'est moi, vous allez me dire, mais c'est idiot, je parle de leur grille d'évaluation. Oui et non. Alors c'est idiot parce qu'il y a beaucoup de contraintes, alors que scientifiquement, quand même, ils savent que la Terre est ronde, hein, arrêtons de raconter des conneries. Scientifiquement, ils le savent, mais symboliquement, ils doivent faire comme si cet hémisphère n'existait pas, et ils doivent faire comme si toutes les planètes étaient alignées selon un axe vertical. Donc il y a des contraintes. Mais il y a aussi des avantages, parce que la définition du centre, évidemment, est d'être le point le plus éloigné de la périphérie, de sorte que je m'en éloigne, j'arrive au point le plus bas, et si je continue, je remonte déjà. Donc il y a là des justifications, notamment géométriques, mais là je n'ai pas le temps de l'expliquer, c'est aussi, il y a énormément d'avantages par rapport à un modèle cosmologique d'une Terre plate, tel qu'on a par exemple dans la Bible. Par contre, c'est vrai que cette grille de lecture, elle, est plus satisfaisante. Je n'aime pas porter de jugement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrainte. Les planètes peuvent être n'importe où et on n'est pas obligé de supprimer un demi-hémisphère. Vous allez me dire après, oui, mais est-ce que c'est vrai cette histoire? Ça, oui, bien sûr, c'est notre conception. Donc, on l'additionne immédiatement. Mais est-ce que c'est vrai que les anciens, 2 millénaires durant, ont réfléchi comme ça? Ils savaient être dans un monde sphérique, mais ils l'interprétaient selon un axe vertical. Et bon scientifique que vous êtes, vous allez me demander des preuves. Je n'ai pas le temps de vous fournir des preuves textuelles, c'est en latin, il faut lire, il faut interpréter. Je vous donnerai donc quelques images. Elles représentent tout un monde géocentrique. Celle-ci donne à voir cette sphéricité du monde géocentrique, mais en entassant toutes les autres, les unes sur les autres tout en bas, elle donne à voir un monde géocentrique, mais elle donne à voir que la Terre est effectivement, comme je vous l'ai dit, tout en bas. Ici, c'est l'inverse. La Terre est représentée par la végétation en vert et, horreur scientifique, ils ont inversé la courbure des orbes. Hein.
La bonne, c'est dans ce sens-là, tout tourne autour de la Terre. Mais l'avantage, c'est que du coup, Dieu se trouve au centre. On est dans un théocentrisme. La Terre, ici, n'est plus en bas, mais elle est en banlieue, elle est en périphérie. Alors être tout en bas ou être dans ces banlieues qu'il faut nettoyer au Karcher, vous voyez que dans les deux cas, la situation est tout à fait méprisable. Enfin, dernière représentation, on ne s'embarrasse même plus de donner à voir la sphéricité scientifique du monde, et on représente le monde comme une échelle, comme une série de strates qui sont superposées, la Terre étant de nouveau tout en haut. Bon, donc ils ont commis un anachronisme en appliquant une grille de lecture, celle qui est la nôtre, la leur, à une époque où elle ne s'applique pas. Et là, j'ai quand même un souci. Si vous avez compris, et je ne doute pas que vous avez été attentif, vous aurez compris que ce mythe fondateur est humiliant, et plutôt 3 fois qu'une, mais qu'il est même historiquement faux. Alors, pourquoi est-ce qu'on le garde, puisqu'il a tout contre lui? Pourquoi est-il si tenace? Pourquoi continue-t-on à le trouver chez tous les auteurs? Ah, c'est là qu'il y a la petite subtilité. C'est que nos ancêtres, les modernes, à partir du XVIIe siècle, les Descartes par exemple, ont bien fait leur affaire. Et derrière une humiliation apparente, ils nous ont surtout présenté une conception terriblement orgueilleuse et plaisante, et donc nous la conservons. Ils disaient, oh ben les géocentristes, ils se sont laissés tromper par l'essence. Nous avons dépassé ce stade. Nous savons qu'ils sont trompeurs. Nous travaillons à partir de notre intelligence. Les géocentristes faisaient constamment appel à des raisonnements finalistes. Nous, on a dépassé ça, et c'est pour ça que depuis lors, la science ne cesse de progresser. Vous voyez, le rallongement de l'espérance de vie en bonne santé. Eux, ils étaient certes fiers d'être au centre du monde, mais ils n'en avaient aucun mérite. C'est le Créateur, s'il existe, qui les a mis là. Et cette dignité n'était qu'une dignité positionnelle. Ils étaient là plutôt qu'ailleurs. Nous, au contraire, cette dignité qui est la nôtre, nous l'avons acquise durement par notre labeur intellectuel. Et donc, vous voyez, on opposait l'action à la passivité, l'autosuffisance à la dépendance, l'intelligence à une vulgaire position qu'on a appris comme étant relative depuis bien longtemps. C'est donc un privilège, oui, un privilège perdu, mais qui a été surtout remplacé immédiatement par un autre bien plus avantageux. Et donc là, vous comprenez pourquoi, même s'il est faux, on tient attaché, on reste attaché à ce mythe qui nous flatte si bien et qui nous flatte peut-être encore davantage que la soi-disant position orgueilleuse des anciens au centre du monde. Il y aurait plusieurs conclusions à tirer. Je m'en contenterai d'une. Les vérités consolantes se doivent démontrer 2 fois. Il semble que nous, les modernes, dans ce cas de figure, nous ayons oublié de mettre ce sage précepte en évidence, en action, de le respecter, de le mettre, pour le dire en un mot, en œuvre. Je vous remercie. J'ajoute pour ceux, parce que j'ai pu être évidemment très bref, que j'ai publié récemment un article avec un étudiant et qui est sous la forme exclusive d'un dialogue entre cet étudiant et le professeur que j'incarne en l'occurrence.